Je ne m'attendais clairement pas à ce que le mois d'octobre soit aussi chargé. En tout cas, autant que le mois de septembre, hein, parce que déjà le mois de septembre, c'était quand même assez costaud. Mais là, le mois d'octobre, on a eu vraiment de tout, et tout du long du mois. Donc, ne perdons pas plus de temps, et passons en revue les quelques films que nous avons loupés durant ce mois d'octobre 2023. Il est souvent très complexe de réussir à parfaitement peindre la nature humaine. Cela peut sembler être une phrase très bateau, mais en même temps elle est un peu criante de vérité, dans le sens où indéniablement, peindre les affres de ce que nous sommes en tant qu'humains, chercher à comprendre ce qui nous habite et nous domine face à une forme de noirceur omniprésente, cela peut sembler très difficile. Le retour d'Amat Escalante à la mise en scène est un petit peu décevant dans son genre, car si le cinéaste a toujours aimé peindre des situations où l'humain n'est jamais montré sous une facette particulièrement joyeuse, rarement son cinéma n'aura été aussi complexe et aussi froid, cherchant à montrer une violence sonnant comme intense et noire, mais qui n'a pas la même profondeur humaine et intense qui peut habiter son œuvre à l'accoutumée, le tout dans un moment de 7e art assez maladroit, tout de même prenant, mais pas toujours à la hauteur de sa promesse. Après, il reste la fantastique performance du jeune Juan Daniel García Trevino, assez imposant en tête d'affiche de ce métrage, qu'il porte avec une certaine grâce sur ses épaules. Une très bonne idée, mais une exécution très maladroite aussi. Si on s'attaque à un roman, autant essayer de le faire avec le plus de subtilité possible. Car la subtilité n'est pas toujours la force d'un certain genre de roman, le genre cherchant à peindre une émotion souvent à fleur de peau, liée la plupart du temps à un romantisme habitant chacune des lignes d'une proposition, pouvant sonner comme intéressante, mais pouvant rapidement aussi montrer ses limites. Eva Husson, pour sa première réalisation internationale, nous offre une adaptation assez juste, mais assez classique du roman de Graham Swift, pour un moment de romantisme qui est assez touchant, qui cherche surtout à peindre une femme moderne et en avance sur son temps, avec un certain panache, mais une exécution globale pouvant sonner comme proche d'un anecdotique assez maladroit et sans grande profondeur cinématographique, sonnant même par moments comme assez plat dans son genre. Mais par contre, il faut bien avouer que la performance hypnotique de la jeune Odessa Young habite totalement le film, la jeune femme se fondant totalement dans la peau de Jane et emportant ainsi le récit très loin grâce à sa beauté froide mais envoûtante. Un romantisme convenu, mais finalement assez convaincant. Action, le genre j'entends, n'est pas forcément toujours un bon signe de rythme. Et parfois, on peut profondément s'ennuyer devant un film d'action, si celui-ci n'est pas forcément emmené ou dirigé dans la meilleure direction possible, pouvant se perdre dans une démarche cinématographique trop habitée ou possédée par des modèles pouvant prendre un peu trop le pas sur la créativité de la démarche. Sur le papier, l'idée de Lee Chung-young est bonne. Une femme décidant de venger la mort de sa meilleure amie, cela peut donner lieu à un bon moment d'action, surtout lorsque l'on prend une héroïne aussi badass qu'Okju ici. Mais il est évident que derrière, le cinéaste sud-coréen n'a pas grand-chose à nous offrir, nous amuse tout de même par le dynamisme et l'intensité de sa démarche, qui parvient à très bien posséder une grande majorité du métrage, mais il faut bien avouer que par moments, le film perd en rythme, perd en intensité, et que si la scène d'action de la serre est très bien faite, les autres sonnent comme trop classiques pour surprendre. Et après, Jeong Jong-seo est juste bluffante. Elle se fond totalement dans la peau de cette jeune femme, parvient avec une énergie et une intensité folle à nous emporter dans cette aventure avec grâce et puissance. Un actionneur classique, certainement trop pour réussir à parfaitement détonner dans sa catégorie, qui plus est en plus sur Netflix. Les relations de couple et de travail ne font clairement pas bon ménage, mais font le bonheur des réalisateurs. Et cela, le cinéma adore le mettre en scène. Construire une relation intense entre deux protagonistes et s'amuser à mettre un peu de travail dans le récit pour nous amener dans une direction souvent proche du malsain et du violent, pouvant parfois faire basculer un couple de l'idylle jusqu'à l'enfer. Chloé Demont nous offre cela dans un écran assez étonnant dans son genre, pour une œuvre intense et noire, une magnétique plongée dans la vie d'un couple dont elle va obtenir la promotion qu'il aurait pu avoir, pour une œuvre cherchant à faire un portrait de femme, mais également un portrait de société à l'américaine, dans le monde du trading, offrant une vue de ce monde assez macabre et misogyne, mais s'amusant également des codes, pour en faire une forme de satire décalée et généreuse, pas toujours à la hauteur de la proposition, mais sonnant comme quelque chose de radical. Et puis franchement, le duo Alden Ehrenreich et Phoebe Dynevor fonctionne du feu de Dieu, lui étant détestable et anxiogène au possible, et elle apportant cette force et cette forme à cette héroïne qui captive aussi facilement que brutalement le spectateur. Une jolie proposition, certainement pas parfaite, mais particulièrement intense. Est-ce que l'on est vraiment sur une bonne idée là?
Je pose la question parce que même moi je m'attendais pas à ce que ce projet-là débarque comme ça. Je dis cela simplement parce que cette version maladroite de 2019 que l'on nous avait offerte du classique de la littérature fantastique par Stephen King n'était tellement pas bonne ou intéressante que nous offrir une histoire sur les origines plus ou moins des événements, cela n'avait pas vraiment d'intérêt. Pourtant, Lindsay Beer a souhaité nous offrir cela et du coup construit un ensemble cinématographique extrêmement mauvais. Peut-être l'une des plus mauvaises propositions d'horreur depuis un bon moment, car si le film aligne les idées clichés et faciles, c'est surtout sur l'ensemble de la conception et de la création dramatique que le film sonne comme d'une nullité presque affligeante, alignant les défauts de rythme, les moments de tension loupés, les instants de mise en scène absents, bref, c'est une catastrophe à de très nombreux niveaux, et c'est juste triste à voir tellement c'est nul. Sans compter que le casting aurait pu sauver la mise, mais que le fait d'y ajouter des acteurs à la ramasse, comme le très mauvais Jackson White, ne permet jamais aux bons acteurs, comme Duchovny ou Thomas, de ressortir du lot, sans compter que l'on a tout de même de sacrés seconds couteaux dans le casting secondaire. Mais tout ce beau monde se plie en quatre, qui plus est, pour un film sacrément inutile. Bon, parfois, faut pas non plus faire n'importe quoi avec l'horreur, hein. Dans le sens où on a déjà vu des films chercher à explorer de petites idées horrifiques plus ou moins passionnantes, mais que parfois l'une de celles-ci sonne comme celle de trop, qui ne réussit pas à donner assez de corps à un projet pour le détacher de la simple bonne idée, partie un peu trop loin. Ainsi, Nahnatchka Khan veut jouer avec les codes de l'horreur et de la nostalgie pour construire un film qui surfe clairement sur le succès de Happy Birthday, en jouant la carte du film d'horreur avec des voyages dans le temps et une bonne dose d'années 80 pour donner une teinte particulière au film, et si l'idée amuse pendant quelques minutes au début du métrage, rapidement on a la sensation assez triste de voir un film ne pas aller dans la bonne direction, se noyer un peu trop dans sa propre facilité et du coup ne pas réussir à passer le cap sur la longueur de la proposition intéressante, mais sans plus. Et puis même si elle peut parfois surprendre, il faut bien avouer de Kiernan Shipka n'est pas très bonne dans le film, l'actrice se perdant dans un jeu tout le temps en décalage et du coup presque tout le temps comme à côté du long métrage, n'aidant pas à notre immersion. Idée bonne, certes, mais exécution complètement aux fraises. Je vois pas de meilleur moyen de le définir. Bon, là, j'avoue, encore une fois, j'y suis allé parce que je cherche toujours un peu plus à comprendre ce phénomène. Mais comme c'était le cas sur le premier métrage, où la curiosité de la passion pour les plus jeunes de ces petits canidés dans des véhicules de sauvetage en tout genre m'avait poussé à aller voir le premier film, qui était une proposition sympathique mais où il n'y avait pas grand chose de plus, il faut le reconnaître. Cal Brunker, qui s'était déjà occupé du premier métrage, amuse par la forme de son récit, parvient à toucher le cœur des enfants avec cette aventure amusante et jouant assez bien la carte du « on en fait trop, mais ça passe quand même », et si ce second volet n'a clairement rien de plus à offrir au spectateur que ce que le premier métrage avait déjà amené, on sent tout de même que le cinéaste s'amuse, embarque assez bien le jeune spectateur dans cette aventure, et que même en tant qu'adulte, on ne passe pas un si mauvais moment que cela devant cette aventure assez fun. Et après, bon, le casting vocal français n'est pas toujours au top, offrant des performances très excessives, et pas forcément très justes, mais qui suffisent à faire tenir ces personnages sur la toile, et parfois c'est un peu tout ce que l'on demande à ce type de film. Une aventure surtout pour les plus jeunes, du coup, mais assez divertissante. Ah, là, on est sur un bon vieux film bien à la française. Tout ce qu'on aime, quoi. Dans le genre, là on est sur un exemple typique. Le genre que j'arrête pas de rappeler à chaque vidéo de rattrapage quasiment, où l'on sait exactement ce que l'on va voir, comment on va le voir, et surtout pourquoi on va le voir. C'est-à-dire pour contempler un paquet de clichés bien territoriaux, et pas grand chose de plus. Jean-Pierre Améris n'a jamais été un grand auteur de 7e art, et encore moins un auteur inspiré, hanté par un premier film plutôt surprenant, mais depuis, alignant les facilités et les poncifs peu surprenants, comme c'est un peu le cas ici. Même s'il parvient tout de même assez bien à nous attacher à ces deux héros, le temps d'un moment de 7e art très convenu et assez cliché, mais qui émeut par le parti pris global d'un film sonnant comme assez drôle et touchant pour réussir à nous emporter du début à la fin d'une proposition bien française, mais assez efficace dans sa catégorie. Après, le film vaut surtout pour le duo assez surprenant que forment Michel Blanc et Loan Emera, les deux ne délivrant pas leur plus grande performance, mais parvenant assez bien à porter le métrage et à amener l'émotion dans la meilleure direction possible. C'est pas novateur, mais bah, ça fonctionne plutôt bien quand même, il faut le reconnaître. Dans le genre sujet difficile, qui plus est adapté, on a rarement vu aussi radical. Car il est évident qu'entre le film de Catherine Breillat le mois dernier et celui de Vanessa Philo aujourd'hui, il y a une envie de la part d'auteurs françaises de nous offrir un regard sur le masculin et sur les relations humaines qui sonne comme dénonciateur et un peu provoquant aussi dans la forme tout autant que dans le fond.
Le récit que nous offre la cinéaste autour de la rencontre violente et interdite de Gabriel Matzneff et Vanessa Springora, âgés de 14 ans au moment des faits, est un portrait radical mais également limité d'une relation brutale qui a détruit une jeune fille et transformé une femme pour un moment de cinéma qui offre un sentiment de malaise constant au spectateur dans un écrin de violence psychologique qui fonctionne pendant 1 heure avant de rapidement sonner comme un peu trop forcé et pas forcément très utile d'un point de vue cinématographique, même si l'histoire et l'émotion qui en découlent sonnent comme d'une crédibilité renversante et bouleversante. Et surtout, les performances de Kim Higelin, fantastique dans le rôle torturé et complexe de Vanessa, mais surtout de Jean-Paul Rouve qui incarne un carnassier et intense Matzneff du début à la fin du film, d'une œuvre qu'il possède par son magnétisme, donnant à la puissance de ce moment de cinéma hors norme. Complexe, intense, clairement pas toujours réussi, surtout en termes d'émotion, mais c'est tellement rare ce genre de film que ça vaut quand même le coup d'être vu. Parfois, une simple petite histoire peut devenir très intense. On le sait et on le voit souvent au sein du 7e art, mais de nombreux auteurs cherchent le plus possible à faire d'un petit récit anecdotique quelque chose de rocambolesque, ou si ce n'est pas simplement cela, de romanesque dans ce que l'idée peut avoir de plus ample et de plus intense à raconter au spectateur. Iris Kaltenbach a souhaité nous offrir un portrait de femme qui sur le papier peut sonner comme simple, mais auquel l'auteur parvient à donner tout de même une certaine forme et force dramatique qui permet au long métrage de sortir de son côté anecdotique pour emporter avec lui le spectateur, même s'il faut bien reconnaître qu'à côté de cela, la jeune cinéaste fait en sorte que son métrage sonne comme un peu trop classique et convenu dans sa réalisation, ne parvenant pas forcément graphiquement à emporter aussi bien qu'elle l'aurait voulu le spectateur pour un moment de cinéma qui marche, mais qui peine à pleinement convaincre. Là où le film sonne comme entraînant et captivant, c'est dans un casting tout simplement parfait, emmené à la perfection par l'extraordinaire Asia Herzi, juste folle et envoûtante dans le rôle de Lydia, qu'elle porte de façon magistrale du début à la fin du film. Un film anecdotique dans sa forme, mais particulièrement captivant dans son fond. Bon, de temps en temps, on se demande quand même si c'est vraiment très utile de faire des films comme celui-ci. Très utile de faire une suite à un moment de cinéma certes sympathique, mais qui ne dépasse pas la bonne petite idée sur un simple moment de cinéma, et qui ne nécessite pas vraiment qu'un studio transforme cela en franchise, surtout quand on sait l'origine d'un tel projet et d'une telle proposition de 7e art. Tim Heitz et Walt Dorn nous embarquent à nouveau dans l'aventure et l'univers des Trolls, le temps d'une comédie musicale une nouvelle fois assez sympathique, mais qui ne dépasse pas cela. Qui sonne comme une jolie proposition de l'instant, qui amuse par certains aspects de structure et d'aventure, mais qui aussi se limite à son idée, soit ce qui aurait pu être plus simplement un direct ou vidéo, et pas un 3e long métrage de cinéma qui sonne comme quelque chose d'un peu cliché et d'un peu lourd. Après, le doublage français est plutôt efficace dans son genre, car franchement, si l'on pouvait être sceptique, il faut bien avouer que Vita et Matt Pokora forment un joli duo de tête d'affiche, emmenant bien l'ensemble musical et sonnant comme l'énergie qu'il faut pour emporter le film. Au fond, c'est clairement la même chose que ce que faisaient les 2 précédents métrages, donc ça marche, mais sans rien de nouveau. Quand on voit une idée à la base d'un projet de cinéma, parfois on se dit que c'est un peu trop bizarre pour réussir à parfaitement marcher. Bizarre dans le sens le plus intriguant imaginable, parce que pour le coup, il est indéniable que la proposition qui s'offrait à nous ici, rappelant clairement le long métrage offert par James Wan il y a maintenant un peu plus d'1 an, sonnait comme une idée aussi étrange que particulièrement créative sur le papier. Anna Zlokovic nous offre un pur délire, une espèce de film d'épouvante sur la relation complexe entre une jeune femme et une excroissance qui va sortir d'elle et prendre possession de son quotidien, pour une œuvre loufoque, frôlant toujours la limite vers la parodie ou le bon gros film de série Z, mais parvenant tout de même à aller un peu au-delà, en sonnant comme une vraie comédie horrifique déjantée et bien allumée, qui amuse, peut-être pas tout de son long, mais qui tient tout de même la route durant une bonne majorité de son temps. Et puis l'interprétation constamment dans l'excès d'Emily Hampshire, apportant un vrai plus au long métrage, donne du panache et du peps à l'ensemble du film, même si ce n'est pas toujours la plus grande finesse de composition du monde. C'est surprenant, sans être non plus totalement maîtrisé, il faut le reconnaître. Une simple idée, comme je l'ai déjà évoqué, peut parfois suffire à porter un film et surtout à donner de l'envergure à un sujet qui pourrait sembler très anecdotique. Une bonne idée, j'entends. Une idée qui ne sonne pas uniquement comme la base d'un bon pitch, mais comme une bonne progression dramatique qui tiendrait de bout en bout un moment de cinéma qui embarquerait le spectateur dans un univers et qui parviendrait à porter une série de thématiques prenantes et attachantes.
Sophie Barthès nous offre un peu de cela au sein de son long métrage. Une proposition autour d'une envie de parler de maternité dans un monde où celle-ci est détachée de l'humain, de la femme, pour une œuvre assez juste quant à ce qu'elle cherche à transmettre, soit une réflexion assez poussée sur le détachement émotionnel, mais aussi sur le partage de la tâche de la maternité pour un instant de cinéma assez classique quant à sa manière d'aborder le sujet, mais qui fonctionne par le biais notamment d'un univers fourmillant de détails, d'excentricité et de minutie, donnant du relief à son œuvre. Et puis le duo Emilia Clarke, Chiwetel Ejiofor fonctionne du feu de Dieu, les deux acteurs parvenant à totalement emporter l'œuvre de bout en bout en apportant une densité dramatique à celui-ci par le biais de leurs interprétations. Ce n'est pas totalement original, mais en termes de structure et de fond, c'est clairement très neuf et frais. Comme je le dis parfois, il y a certains auteurs, on a un peu l'impression qu'ils sont juste en pilote automatique. Des cinéastes qui font un peu les mêmes films depuis de nombreuses années et qui peuvent se perdre dans une démarche créative un peu terne et faible, qui ne donne rien de plus avec le temps que ce que l'on connaît déjà de leur travail. Mais bon, de temps en temps, on aime simplement les voir faire ce que l'on aime chez eux. Ken Loach collabore une nouvelle fois avec Paul Laverty, le temps d'une œuvre que les deux auteurs portent à merveille, avec un sujet évocateur et prenant, donnant lieu à un moment de cinéma qui ne sonne pas comme de la nouveauté pure quand on connaît leur travail, mais qui fonctionne à merveille au vu de ce que l'on sait de leur maîtrise des sujets sociaux et économiques de l'Angleterre et de l'Irlande, donnant lieu ici à un moment de cinéma purement et simplement touchant, une œuvre douce et amère qui transporte par la densité et l'intensité de son sujet. Et puis par-dessus cela, il faut bien avouer que les deux acteurs qui portent le film, Dave Turner et Ebla Marie, sont merveilleux et donnent lieu à une émotion supplémentaire qui renforce notre immersion dans cette aventure que les deux acteurs emmènent extrêmement loin. Un film qui ne surprend pas, surtout quand on connaît Ken Loach, mais qui émeut et qui emporte. Déjà que le premier film était pas fou, franchement, je vois pas ce qu'on pouvait attendre de plus de la part de cette suite. Mais le succès assez surprenant du premier métrage, tout juste à la sortie du second confinement, avait donné l'impression que le public aimait la proposition. Mais il faut bien avouer que malgré cela, on ne pouvait imaginer grand chose de plus à raconter avec ce personnage et cet univers assez frêle et simple. Ainsi, Tarek Boudali offre une troisième réalisation assez flemmarde, pour ne pas dire complètement aux fraises par moment. Le jeune cinéaste et acteur n'équilibrant jamais son métrage, donnant un peu la sensation qu'il n'a rien de plus à offrir à son personnage que ce que l'on connaît déjà, pour un moment de 7e art qui se perd dans un trop-plein d'action, et rien derrière, donnant au film des allures de saute d'humeur qui empêchent le spectateur de totalement rentrer dans la démarche créative d'un film qui reste très faible, même si l'action, par moments, fonctionne assez bien. Et puis, Tarek Boudali n'a jamais été un grand acteur, certainement pour cette raison que Lachaud ne lui a jamais confié le premier rôle de ses propres réalisations, celui-ci ne parvenant jamais à sauver le film par de réels punchlines réussis ou simplement par un charisme qui fonctionnerait à l'écran. C'est lourdingue. Je vois pas d'autre mot pour le définir, surtout quand on voit que des fois, ils sont obligés de répéter la vanne 5 fois avant qu'il y ait un petit sourire qui se dégage. Celui-là, ça faisait un bon petit moment que j'en entendais beaucoup parler sur internet. Allant de l'idée bonne et surprenante jusqu'à la proposition proche de la purge totale et assez ignoble, il est évident que ce métrage faisait parler de lui. Certains saluant l'audace du metteur en scène qui proposait un found footage avec un parti pris radical, d'autres trouvant le film complètement fauché et assez bancal. Finalement, le long métrage de Robbie Banfitch est un peu de tout cela. Mais s'avère tout de même être une proposition intense et violente de found footage, un film souvent macabre, assez crade et glauque, qui fonctionne surtout par l'approche frontale et assez intense du cinéaste, qui donne beaucoup de crédibilité à son œuvre, mais qui sur le long terme n'arrive pas complètement à tenir la route, le film s'enlisant dans une forme un peu trop expérimentale pour la base de sa proposition, et donnant un peu la sensation d'aller nulle part jusqu'à ce que le film vire vers une science-fiction pas très subtile, mais assez folle. Et puis le fait que le cinéaste porte lui-même son propre métrage, accompagné de jeunes acteurs pour la plupart non professionnels, renforce cette intensité, démontrant que Banfitch savait dans quoi il se lançait et savait ce qu'il voulait proposer aux spectateurs. Une proposition intense, très loin d'être parfaite, mais assez bluffante en termes de style et d'ambiance. La vache! J'espère clairement que le mois de novembre va être plus léger. Encore une fois, j'ai pas l'impression que ça soit le cas, mais bon, on va croiser les doigts. Merci à vous si vous avez réussi à aller jusqu'au bout de ce visionnage. J'espère que vous y aurez trouvé votre compte de long métrage en tout genre. Et d'ici là, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois, ce n'est pas parce que l'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.